Nous sommes à Lassay-les-Châteaux de Lacailloux-le-Lac, et nous honorons ici, et notamment dans cette chapelle Notre-Dame-du-Rocher, la mémoire de saint Frimbault de Lassay, Fram Baldus de Lacailloux, autrement dit, le porteur de l'anse du lac, qui est le prototype d'un chevalier de la table ronde tel qu'il est développé au XIIe, XIIIe siècle, l'anseau du lac. Et l'ensemble de notre recherche, eh bien, part de ces ermites du VIe siècle pour aboutir au chevalier de la table ronde. René Bansard était un érudit local qui habitait à La Ferté-Macé dans l'Orne, tout près d'ici, donc à une vingtaine de kilomètres. Et René Bansard est le premier, dans les années 60, à avoir identifié les personnages des ermites du Bas-Maine, des ermites du VIe siècle, un certain nombre de lieux, un certain nombre de paysages et des situations que l'on retrouve dans la légende arthurienne telle qu'elle est écrite au XIIe et XIIIe siècle par les clercs, les trouvères et les troubadours qui entourent Aliénor d'Aquitaine et Henri II Plantagenet. René Bansard est un érudit local. Il a en 1917 obtenu le bac à la Psalette de Laval, ce qui vaut peut-être une licence de lettres aujourd'hui. Et René Bansard arpente fiévreusement pendant des années ce territoire qu'on appelle aujourd'hui les Marches de Bretagne, et qui va de Lassay-les-Châteaux au Mans, de Lassay-les-Châteaux à Senlis, de Lassay-les-Châteaux au Mont-Saint-Michel et de Lassay-les-Châteaux à Bure, près de Caen. Dans tous ces travaux, dans toutes ces pérégrinations, eh bien, il ne fait qu'accentuer cette intime conviction qu'il se forge peu à peu. Les terroirs où nous habitons, avec Lassay-les-Châteaux au centre, eh bien, sont bien les lieux où s'est élaborée une partie de la matière de Bretagne telle qu'elle nous est délivrée par les romans des XIIe et XIIIe siècles, Chrétien de Troyes et ses successeurs. En effet, dans les années 60, à l'époque où René Bansard commence son travail, recense un certain nombre de parallélismes, de convergences dans cette région qui est une région de banc, c'est-à-dire de marge. Il trouve d'ailleurs qu'un des rois qui sont les plus importants dans les romans à table ronde, puisque c'est le propre père de l'Anseau du Lac, Ban de Banoïc, eh bien, a vécu tout près d'ici, à Banvou. Au moins tel qu'on nous le raconte dans les romans du XIIe et XIIIe siècle. Il s'agit bien entendu de créations littéraires. Les réalités historiques sont beaucoup plus ténues, mais elles s'ancrent quand même sur des réalités historiques. Et à l'époque où il fait ses travaux, où il parcourt le terrain, eh bien, un professeur de la Sorbonne s'appelle Jean Frappier, qui détient la plus prestigieuse chaire de littérature médiévale française, la chaire de littérature médiévale de la Sorbonne. Jean Frappier écrit un ouvrage qui s'appelle « Les origines du roman courtois et des romans de la table ronde ». Et dans cet ouvrage, qui paraît d'abord sous forme de cahier qu'il distribue à ses étudiants, il dit « Lorsqu'on interroge les origines de la table ronde, des romans de la table ronde, lorsqu'on interroge la littérature arthurienne, lorsqu'on l'observe attentivement, on se rend compte qu'il y a plusieurs hypothèses sur ces origines. La première, c'est une hypothèse celte, c'est-à-dire que les romans de la table ronde mettent en scène un certain nombre de personnages dont on peut retrouver les prototypes chez des dieux de la mythologie celte, mythologie galloise, mythologie cornique, mythologie irlandaise. Par exemple, Lugh, le dieu à la lance, eh bien, on retrouve un certain nombre de ces traits dans le personnage de l'Anseau du Lac. Par exemple, Dagda, le dieu au chaudron, on voit bien que ce chaudron, il a servi de prototype au Graal, etc., etc. Et puis, il dit, d'un autre côté, on a aussi des romans latins comme le roman d'Énée, le roman de Troie, qui ont fourni une structure à ces romans tels qu'ils sont élaborés. Il dit d'ailleurs, il y a aussi sans doute des emprunts orientaux, mais il passe rapidement là-dessus, mais il dit, il manque quelque chose. Il dit, l'ensemble des théories en présence n'emporte pas la conviction. Et pourtant, ces théories sont extrêmement importantes. Du côté des celtisans, on a des universitaires américains et anglais extrêmement éminents. Du côté de la théorie latinisante, on a non moins des universitaires comme Profilé, Gilson, etc., qui sont aussi très importants. Mais il dit, il y a quelque chose qui m'échappe et qui n'emporte pas totalement la conviction. Il faudrait, dit-il à ses étudiants, ceux qu'il a devant lui dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, qu'un ou plusieurs d'entre vous aient le courage de chausser des bottes
et d'aller vérifier sur le terrain, il dit, dans un territoire qui jouxte le Maine, la Normandie, la Bretagne et l'Anjou. C'est là, c'est les châteaux, bien entendu, qu'il décrit, sa région. Hein, et il ignore totalement qu'à cette époque, un modeste chercheur solitaire, membre de plusieurs sociétés savantes de cette région, René Bansard, eh bien, est en train de faire les mêmes constatations. Et devant lui, figurez-vous qu'il a un étudiant extrêmement assidu, qui fera lui-même plus tard un grand professeur de littérature médiévale, qui s'appelle Jean-Charles Payen. Il aura la chaire de littérature médiévale à Caen. Il fera d'ailleurs sa thèse avec Frappier sur le motif du repentir dans la littérature courtoise française. Et Jean-Charles Payen l'écoute avec avidité. Et puis, Frappier passe à d'autres choses, Payen aussi. Et dans les années 67, je rencontre René Bansard. J'ai à l'époque pas tout à fait 20 ans. Je lui parle de la légende arthurienne. Je lui parle d'abord des Templiers, mais lui, il m'entraîne vite vers la légende arthurienne. Hein, et je suis le premier à le mettre en contact avec Jean-Charles Payen. Et Jean-Charles Payen, un jour, me téléphone, il me dit, mais écoute, ce Bansard que vous m'avez fait rencontrer, il est allé le voir à Caen, Vélo-Solex, c'est extraordinaire, il en connaît plus que moi sur certaines choses. Il a appris tout seul le haut-allemand, il parle le latin, le grec, le vieux français et tout ça, d'une façon extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que ce monsieur? Je dis, c'est quelqu'un qui a une nouvelle piste à inventorier. Mais Bansard, toujours à cette époque-là, n'est pas encore au courant des travaux de Frappier. Moi, je pars en coopération en Algérie, et puis je continue à travailler. Je vais tous les 15 jours à la bibliothèque universitaire d'Alger, où on a récupéré d'ailleurs tous ceux de la bibliothèque universitaire du temps des Français, et je continue à travailler sur la matière de Bretagne. Et j'écris un jour à Bansard, ben voilà, il y a un nommé Frappier à la Sorbonne qui dit exactement la même chose que vous. Il ne part pas des mêmes bases, il parle d'une analyse scientifique, et vous partez du terrain. Et Bansard me répond, vous ne pouvez pas savoir le plaisir que vous me faites. Et toute notre aventure est partie de là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce terroir que Bansard va arpenter fiévreusement sur son vélo Solex? Eh bien, c'est un terroir qui est extraordinaire. On y raconte des choses merveilleuses. On y parle d'ermites qui découvrent des situations forestières, des situations où des chevaliers se perdent, des situations où un gardien de port auprès d'une fontaine, eh bien, ressemble comme un frère à celui du roman d'Yvain le Chevalier au Lion. Et puis on découvre aussi que cette région, eh bien, c'est une région de fées. On parle beaucoup de la forêt de Brolé-Année, Brocélian. C'est la forêt des fées. Brolé-Année, c'est le pays des fées. Nous sommes ici en la marche de Bretagne. On est bien entendu proche du légendaire celtique. Je l'ai dit tout à l'heure, le légendaire celtique participe à la constitution de la matière de Bretagne. Mais ici particulièrement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons forêt d'Andenne, celle qui nous entoure, forêt d'Andenne, 7000 hectares aujourd'hui, sans doute 25 000 à l'époque où les chevaliers de la table ronde font leurs exploits, une forêt à peine essartée, quelques ermitages ici et là, et dans cette forêt, eh bien, on raconte qu'il y a une fée qui s'appelle Andenne, et qui, le soir, auprès du lac de l'Ermitage, vient peigner ses longs cheveux d'or. Lorsque le passant attardé veut se saisir d'elle, veut l'aimer, eh bien, ses mains ne rencontrent que le vide. Mais il reste obsédé par ce chant qu'il a entendu. Une autre fée s'appelle la Gionne. Elle habite dans un dolmen, tout près de Bagnoles-de-l'Orne, et en forêt d'Andenne aussi. Et cette fée-là, elle est un petit peu plus méchante, on va dire. Pas au début. Au début, c'est une fée qui aime les gens, qui aime venir s'asseoir à la soirée
dans l'âtre des fermes du bocage. Elle s'installe et puis elle écoute les gens raconter leurs histoires, les bonnes femmes raconter les anecdotes de la ferme et de la vie quotidienne. Et puis aussi les maîtres de maison souvent racontaient des légendes, comme celle du roi Arthur, ce roi Arthur qui passe dans les nuits les soirs d'orage. Pour l'éloigner, il faut tirer des coups de fusil en l'air. C'est des choses qu'on a recueillies encore très récemment dans cette région. Et puis cette Gionne, un soir, c'est Mardi Gras. Elle voit des enfants qui utilisent les coques qui ont servi à fabriquer les crêpes pour faire chauffer de l'eau. Ça l'amuse beaucoup. Elle dit c'est vraiment une bonne maison. Alors, il y a tout un scène symbolique, bien entendu, derrière l'eau qu'on fait chauffer dans les coques d'œufs. Et puis elle décide de revenir tous les soirs. Et tous les soirs, elle s'assoit au bord de l'âtre. Et elle attend que les gens s'installent. Le maître de maison, au bout de quelques mois, en a assez de voir la Gionne tous les jours venir s'installer dans son intimité. Il décide de la chasser. Il prend la galtoire qui avait servi à cuire les crêpes, il la fait rougir au feu et il la place à l'endroit où la Gionne vient s'asseoir. Elle arrive, elle s'assoit sur la galtoire, bien entendu brûlée atrocement, elle disparaît, elle s'envole par la cheminée. Depuis, personne ne l'a plus jamais revue, mais elle persécute les passants attardés. Troisième fait, nous sommes auprès de Rannes. Rannes, c'est à l'autre extrémité de la forêt d'Andenne, et on raconte ici l'histoire de la fée d'Argouges. Le seigneur de Rannes était très heureux, mais il n'avait pas de femme. Et ce n'était pas facile d'en trouver, il vivait dans un endroit un peu isolé. Et puis un jour qu'il est à la chasse, il aperçoit près d'une rivière une dame, ce qu'il prend pour une dame, mais c'est une fée qui se baigne avec ses compagnes. Il en tombe éperdument amoureux, il s'approche d'elle et il la prie d'amour. Elle lui dit « Je veux bien vous suivre et devenir votre épouse, à condition, j'y mets une condition, c'est que jamais, au grand jamais, vous ne prononcerez devant moi le mot de mort. » Il en tombe d'accord et il s'installe au château de Rannes. Merveilleuse épousailles, merveilleuses noces, et puis les années passent. Puis au bout de 7 ans, ils ont des enfants, bien entendu. Au bout de 7 ans, un soir qu'ils sont invités dans un château du voisinage, la fée d'Argouges, la dame d'Argouges, la dame de Rannes, est un petit peu en retard pour partir avec son époux. Son époux envoie un serviteur lui demander si elle veut bien se prêter à leur déplacement. Le serviteur revient avec une réponse négative. Deuxième serviteur dit « Madame n'est pas encore prête ». Alors le Seigneur décide d'y aller lui-même et il crie, à peine après avoir ouvert la porte, « Madame, c'est plutôt la mort qu'il faudrait vous aller chercher ». Et à ce moment-là, elle disparaît en poussant un cri strident. On conserve d'ailleurs l'empreinte de son petit pied mignon sur le donjon du château de Rannes. Depuis, on ne l'a plus jamais revue, mais on dit que les nuits sans lune, elle revient pousser des hurlements terribles en pleurant son bonheur disparu. Encore une fée, nous sommes bien dans le pays des fées, nous sommes au château de Carouge, 15 km plus loin, toujours la lisière de la forêt d'Andenne. Et là, nous avons un seigneur qui aussi est célibataire. Un jour, près d'une fontaine, il aperçoit une fée qui danse alors qu'il s'est égaré après une chasse. Il s'approche et il la voit danser autour d'une fontaine. Et il rentre dans la danse avec elle, il ne peut s'en départir, et toute la nuit, ils dansent ensemble. Et il regagne son château, épuisé au petit jour. Et tous les soirs, il revient danser avec la fée auprès de la fontaine. Et voilà que la dame de Carouge s'indigne de voir son fils partir comme cela, rencontrer on ne sait qui. Elle le suit. Elle le suit et elle le découvre en train de danser avec la fée. Alors, pour mettre fin à l'enchantement, elle prend un petit poignard qu'elle portait toujours sur elle, elle s'approche de la fée et elle plonge le poignard dans le sein de la fée. Le Seigneur s'en va, mais quand la dame de Carouge revient au château, elle voit le corps de son fils qui flotte entre deux eaux. Il a dans le sein le poignard qu'elle vient de plonger dans celui de la fée. Depuis, les seigneurs de Carouge portent au front une marque rouge, et c'est pour ça qu'on appelle le lieu Carouge du nom Carle le Rouge. Donc vous voyez bien que nous sommes en pleine forêt de Brocéliande.
les faits sont présents. On y montre aussi le tombeau de Merlin, pas le tombeau de Merlin, le tombeau de Baudémagu, le roi de Gore, un tombeau mérovingien. On y montre des ermites qui ont fourni leur légende aux chevaliers de la table ronde, puis on y montre aussi de somptueux paysages. Et tous les paysages que nous montrons, qui sont présents dans cette région des marges du Maine, de Normandie et de Petite-Bretagne, eh bien, sont des paysages qu'on retrouve reproduits quasiment à l'identique dans les descriptions qui en sont faites dans les romans de la table ronde. Donc on a ici une conjonction légendaire, mythologique, on a une conjonction géographique, on a une conjonction hagiographique, puisque les ermites du Bas-Maine, Saint-Ternier, Saint-Frimbault, Saint-Beaumer, Saint-Auvieux, ont servi de prototype à des chevaliers de la table ronde, et leurs légendes sont pratiquement parallèles entre les ermites du VIe et ce qu'on trouve au XIIe siècle. Et puis on le comprend très bien quand on observe les gens qui ont, les familles seigneuriales qui ont présidé à cette région. Il s'agit des Plantagenets, bien entendu. Aliénor d'Aquitaine, d'abord, est mariée avec Louis VII, le roi de France. Et figurez-vous que peu avant leur départ en croisade, elle va organiser à Senlis, première capitale des rois de France, une immense fête en l'honneur de Saint Frambourg, qu'on appelle ici Saint Frimbault de Lacé, dont le corps a été transporté en 947 par Adélaïde, la femme du Capet, jusqu'à Senlis, et c'est devant lui que d'ailleurs le Capet sera acclamé roi des Francs par ses pairs. Eh bien, Aliénor d'Aquitaine voue un culte formidable à ce Saint Frimbault. Et ce Saint Frimbault sera transposé tout à fait naturellement par les poètes et les trouvères qui sont à sa cour dans le personnage de Lancelot du Lac. Mais on pourrait citer bien d'autres exemples. Baudémagu, le roi de Gore, c'est Saint-Beaumer, Beau Amadus, un autre ermite du Bas-Maine dont on trouve la légende également aux portes de Domfront. Pourquoi? Parce que, habitant à Domfront, cité d'Henri Ier Beauclerc, qui en avait fait sa capitale de cœur, y venant souvent les souverains Plantagenets, Henri II et Aliénor. Aliénor, à ce moment-là, est avec son second époux, Henri II Plantagenet, auquel elle a porté l'Aquitaine, et ils gouvernent ensemble un royaume qui va de l'Écosse aux Pyrénées, eh bien, sont pratiquement au centre de leurs États. Et étant au centre de leurs États au château de Domfront, ils y accueillent les trouvères, les troubadours, puisque Aliénor tient une cour occitane, une cour d'amour. Et dans cette cour, eh bien, on raconte les légendes des ermites du pont, on raconte les histoires de fées, on raconte les histoires de la forêt de Brocéliande, qui, à mon avis, s'en va de Bellem jusqu'à Vannes, c'est vraiment toute la marge de Bretagne qui est la forêt de Brocéliande. Et puis on y raconte aussi des histoires pieuses, des histoires qui concernent les saints, et Aliénor d'Aquitaine, qui d'ailleurs va accoucher d'une fille à Domfront, c'est-à-dire qu'elle y passe un certain temps, eh bien, dans ce château de Domfront, eh bien, va tenir une cour renforcée, une cour d'amour et une cour de poètes. Et donc cette inscription des Plantagenets dans cette région de Basse-Normandie, dans cette région qui jouxte le Maine et la Basse-Normandie, eh bien, nous montre à quel point ils y étaient attachés. Et il n'est pas étonnant que trouvères, troubadours, clercs lettrés, clercs lisants qui les suivaient d'une étape à l'autre, eh bien, aient utilisé tout le matériau qu'ils trouvaient sur place. Nous ne disons pas qu'il y a des preuves historiques, bien entendu, de l'enracinement, ce que nous avons appelé l'enracinement folklorique de la légende arthurienne après René Bansard et Jean-Charles Payen, mais nous disons qu'il y a de fortes conjectures et tous les éléments que nous avons réunis sur près de 34 sites dans cette région, eh bien, montrent que cette région était vraiment le lieu, la matrice, qui a fourni un terroir au développement de la légende arthurienne, et qui répond exactement à ce que Frappier disait en disant qu'il y avait un no man's land quelque part entre les théories celtiques et les théories latinisantes. Eh bien, ce no man's land, il est comblé lorsqu'on veut bien, comme l'a fait René Bansard, se promener un peu dans cette magnifique région.
Alors, la région où nous sommes s'appelle le passé, P-A-2-S-A-I-S, du latin passus, le passage. Et c'est véritablement un lieu de transition. Et c'est un lieu de transition pour plusieurs motifs. Le premier motif, c'est que c'est un lieu qui est transitoire encore aujourd'hui, entre les Pays de Loire et la Normandie, entre l'Île-de-France et la Bretagne. C'est si vrai d'ailleurs que les Bretons, des Hérispoé, le duc des Bretons, eh bien, on avait fait une marche bretonne pour se garantir des incursions des Francs. C'est vrai que dès 942, Louis IV, roi de France, va créer une seigneurie tampon, la seigneurie de Bellême et de Domfront, qui va, d'une certaine façon, le garantir des incursions des Bretons, qui avaient tendance à remonter vers le nord. Les Bretons, à la fin du Xe siècle, étaient aux portes de Domfront, par exemple. On le constate encore quand on regarde les lieux-dits ou les paroisses. On a plusieurs paroisses dédiées à Saint Samson, premier évêque de Dole, et qui sont ici dans le bocage normand. L'une étant tout près d'Alençon d'ailleurs, c'est le plus au nord de la marge bretonne. On sait aussi que jusqu'au règne de Jean Santerre, les ducs, les seigneurs de Mayenne, les seigneurs de toute la région bretonne, eh bien, étaient inféodés non pas au roi de France, mais à Geoffroy et ensuite à Arthur de Bretagne. C'est-à-dire qu'ils souhaitaient, dans leurs actions politiques, eh bien, montrer qu'ils étaient bien quelque part bretons. Donc la querelle aujourd'hui Normandie-Bretagne, telle que celle qui oppose les tenants du Mont-Saint-Michel en Normandie ou non, est dépassée quand on se remet dans le contexte historique. Mais ce qui est intéressant, c'est ce lieu de transition, de passage, eh bien, est le lieu où s'élabore, grâce à l'influence des Plantagenets, grâce aussi aux abbayes normandes qui sont extrêmement importantes, notamment à partir de Lonlay-l'Abbaye, qui a aussi des possessions en Grande-Bretagne, notamment à Savigny-le-Vieux, qui est une abbaye proche du Mont-Saint-Michel. Grâce au Mont-Saint-Michel et à ses manuscrits, tous ces scriptoriums, tous ces endroits où les moines rédigent, recopient les manuscrits qui sont à l'époque, eh bien, vont servir aussi à faire transiter, à faire passer la matière de Bretagne. Martin Aurèle, qui est sans doute le plus grand historien médiéval du XXIe siècle, il les appelle les latimeurs, les passeurs. Donc, et ici, normalement, on en avait beaucoup de passeurs, avec la floraison des abbayes normandes. Deuxième élément de passage, Aliénor d'Aquitaine est d'abord mariée avec Louis VII, roi de France. Elle s'en va en croisade en 1147, et puis elle va vivre à Antioche. Après, bon, tous les épisodes qu'on connaît bien de la seconde croisade, elle est avec Louis VII, elle retrouve Raoul d'Antioche qui est son oncle, et puis elle retrouve aussi le patriarche du lieu s'appelle Raoul de Domfront, comme par hasard. Et à cet endroit, depuis le IVe siècle, on sait qu'Antioche était une grande place forte des gnostiques. Et s'y rencontraient tous les ordres de chevalerie qui avaient une certaine spiritualité. Les Templiers, mais aussi la secte des Ismaéliens, encore appelés les Assassins, mais aussi les Juifs de la Kabbale. Ils se réunissaient même d'ailleurs dans des espèces de petits conventicules qu'on appelait des Massénies, où ils mettaient en commun leur savoir ésotérique. Et une de mes hypothèses, ça a été de dire qu'Aliénor d'Aquitaine, lorsqu'elle commandite les romans de la Table Ronde, on est depuis Régine Pernoud, depuis Zumthor, depuis tous les grands spécialistes de la légende arthurienne, on sait qu'elle a commandité une grande partie de la rédaction des romans de la Table Ronde, soit à travers Marie de Champagne, soit fille, soit directement à travers les clercs qui étaient à son service. Et je pense qu'elle a fait transiter dans la matière de Bretagne eh bien, ce savoir, qui était un savoir de réconciliation, au fond, entre les trois religions du livre, ces paroles secrètes que Jésus confie à Joseph d'Arimathie quand il est prisonnier des Juifs pendant 42 ans et qu'il se nourrit simplement du sang du Saint Graal, ces paroles secrètes, en fait, définissent un savoir ésotérique qui transcende, bien entendu, les religions, qui transcende les différences, qui est le centre de l'union, déjà, à cette époque-là. Et puis, le troisième élément de passage, eh bien, c'est qu'il s'agit de trouver des éléments de coïncidence, de passage entre les Celtes, les Normands, les Anglo-Normands, et puis les Anglo-Normands qui gouvernent à cette époque-là, la Normandie bien sûr, mais aussi après la conquête de l'Angleterre,
par Guillaume le Conquérant et le règne d'Henri Ier Beauclerc, qui gouverne une grande partie de l'Angleterre, la Domnonée, etc. Et récupérer l'image d'Arthur par Henri II Plantagenet, c'est d'une certaine façon dire aux Celtes qu'ils se réclament de leur celtitude, qu'il est avec eux quelque part un héritier de cette celtitude. Et il va magnifier et encourager la magnificence, en quelque sorte, du roi Arthur et ses chevaliers à travers les romans qui seront conçus à sa cour. Donc on a des raisons qui sont des raisons de type hagiographique, des raisons de type politique, des raisons de type ésotérique, et qui concourent à faire que le roman arthurien, les romans de la table ronde, eh bien, vont être un gigantesque melting pot. D'autant plus que les croisades ont permis des échanges très fréquents, encore un autre thème du passage, entre les spiritualités iraniennes, soufis, qui transitent à la fois par la Sicile des Normands et puis par Al-Andalus, Séville et Cordoue, et qui vont ici, dans les romans de la table ronde, se retrouver confondus. Les romans de la table ronde, ça a été établi notamment par un de nos collaborateurs, qui s'appelle Michael Barry, dans un article célèbre qui s'appelle La table ronde et les mille et une nuits, un de nos premiers ouvrages, et il montre très bien comment qu'il y a interpénétration de tous ces thèmes. Donc les romans de table ronde, c'est vraiment un lieu de passage, c'est vraiment un lieu de métissage, c'est au fond une des premières pratiques transculturelles de notre histoire. La fosse Arthur, quel lieu magnifique! Cette barre rocheuse qui entoure la vallée de la Sonse, au milieu de laquelle coule la Sonse, entre deux rochers, entre deux barres de rochers plus exactement, eh bien, est le lieu aussi d'une extraordinaire légende qui concerne, mais alors directement le roi Arthur. Qu'est-ce qu'on nous raconte à cet endroit? Le roi Arthur, lassé des batailles et de la vie des camps, décide, après toutes ces aventures, eh bien, de se retirer dans un lieu secret et mystérieux. Il passe la Manche et il s'en vient ici, en Normandie. Peut-être a-t-il passé la Manche pas très loin du Mont-Saint-Michel, puisque nous sommes pratiquement, on est sur les hauteurs qui dominent la fosse Arthur à vue du Mont-Saint-Michel. Et alors, à cet endroit-là, eh bien, il décide de se reposer. Il se trouve une chambre, on la montre aujourd'hui, la chambre du roi, dans le rocher, et puis très vite il fait venir, dans certaines versions c'est une jeune ermite qui l'aurait séduite, dans d'autres versions c'est la reine Guenièvre elle-même, et à laquelle il assigne de l'autre côté du ruisseau, eh bien, la chambre de la reine. Et puis il décide, parce qu'il s'aime, de se retrouver tous les jours sur ce qu'on appelle, qui est au milieu du torrent, une belle pierre plate qu'on appelle le lit des amants. Et le génie qui gouverne le ruisseau leur dit, attention, ne vous livrez pas à vos ébats avant le coucher du soleil, vous en seriez fort châtiés. Pendant des mois, des semaines, des années, ils vivent ensemble le parfait amour. Le roi descend tous les soirs de sa chambre, la reine Guenièvre arrive de la sienne et ils se retrouvent sur le lit des amants, se nourrissant de l'air du temps, d'amour et d'eau fraîche. Et puis un jour que le roi Arthur est peut-être plus pressé que d'autres, ou peut-être a-t-il mal fait ses pronostics, il se retrouve avant le coucher du soleil. Aussitôt, le torrent, la petite rivière qui coule à cet endroit se change en torrent qui gonfle, l'eau mugit, et les voilà tous les deux emportés dans un gouffre qui est juste à côté, et ils tombent dans le lac sans fond. Ils ont fait l'expérimentation du Val sans retour. Le Val sans retour, c'est bien là qu'il se situe, dont ils ne reviendront jamais, puisque personne ne les a jamais revus. Certaines légendes disent que, avec Arturus Rex Futurus, il reviendra le jour où la fraternité régnera sur la terre, où les Bretons reprendront leur essor
en tant que nation conquérante. Mais enfin, tout ça, c'est des légendes. Toujours est-il qu'on a affaire à cet endroit, la fosse Arthur, eh bien, à une véritable légende solaire. D'un côté, nous avons la chambre du roi, la chambre de la reine, gouvernée par Saint-Georges, puisque nous sommes sur la paroisse de Saint-Georges de Rouellé, et on montre à l'entrée du bourg de Saint-Georges eh bien, une figure de Saint-Georges terrassant le dragon. C'est-à-dire que nous avons véritablement, comme dans la constellation du dragon, un dragon qui gouverne un principe mâle et un principe féminin. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les archéologues qui ont travaillé sur Gizeh, la grande pyramide de Gizeh, eh bien, retrouvent exactement la même chose. La constellation du dragon qui donne l'orientation, et puis la chambre du roi et la chambre de la reine à côté. C'est-à-dire qu'on aurait ici, à la fosse Arthur, une espèce de projection astronomique. On disait astrologique à l'époque parce que les choses n'étaient pas bien distinguées. Une conjonction astrologique et astronomique eh bien, de quelque chose qui se passe dans le ciel. Et c'est à l'origine de tous les mythes d'ailleurs. Les mythes s'ancrent toujours eh bien, sur des phénomènes sidéraux, des phénomènes interstellaires, des phénomènes astronomiques ou des phénomènes naturels. Et donc, que nous enseigne ce mythe de la fosse Arthur en dehors du roi Arthur, auquel on a quand même donné le nom de cet endroit? Eh bien, c'est que comment tout mythe commence dans les étoiles. Alors, la fontaine de l'air s'ouvre. Très intéressant. Nous sommes en passé la Conception, non loin des oratoires du passé, où s'est vissé au VIe siècle un ermite qui s'appelle Saint-Auvieux. Et il y a là, depuis la nuit des temps, on honore, sous forme d'une procession qui avait lieu chaque année à l'Ascension, eh bien, un lieu qui s'appelle l'air s'ouvre. Et qu'est-ce qu'on voit à l'air s'ouvre? On voit une fontaine qui bouillonne. Une fontaine qui bout, exactement comme celle d'Ivan le Chevalier au Lion. Et notre collègue ami Gilles Suzon, qui a travaillé à l'époque sur cette question, qui est maintenant un petit peu éloigné de nous pour des raisons personnelles, eh bien, Gilles Suzon a montré qu'il y avait 12 éléments de coïncidence entre le récit de Chrétien de Troyes, qui décrit la fontaine d'Ivan le Chevalier au Lion, et la fontaine de l'air s'ouvre. Ces coïncidences portent à la fois sur la localisation du lieu, qui est pratiquement reproduite à l'identique dans le roman arthurien, tel qu'on le connaît à cette époque, sur le bassin lui-même, la description du bassin, avec l'eau qui bout, l'eau qui surgit, sur le fait que nous sommes tout proches, à quelques lieues d'un endroit qui s'appelle Barenton, et qui est chef de canton du département du sud de la Manche. Barenton, c'est la fontaine de Barenton, bien entendu. Nous sommes également à un endroit où, au XIIe siècle, les souverains de l'endroit, qui étaient les seigneurs de l'endroit, plus exactement, les Achards, dont d'ailleurs un des Achards de Saint-Victor sont un des grands théologiens qui conseillera Liénor d'Aquitaine, les Achards qui sont les premiers seigneurs de l'endroit, eh bien, concèdent un gardien de port le package et la gouvernance des prairies qui sont autour, pour faire paître ces ports, avec sans doute d'ailleurs une dîme à prélever à chaque fois. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Suzon a retrouvé à la Tour de Londres un acte notarié de l'époque, dans lequel eh bien, Achard de Saint-Victor eh bien, concède un gardien de port cet endroit. Donc la chose est historique. Mais la chose est aussi légendaire, puisque dans le roman de la Table Ronde, lorsqu'Yvain arrive, il voit un gardien de port à l'endroit de la fontaine. Il se demande d'ailleurs si c'est tellement il est hideux, tellement il est entouré en haillons, et sa vie dans la nature l'a déformé, qu'il se demande si c'est un homme ou si c'est une bête.
Et donc on a dans cette description de la fontaine de Barenton, de ceux qui y sont, de son propriétaire, et puis des miracles qui s'y produisent, eh bien exactement la description du roman divin Le Chevalier au Lion. Donc c'est-à-dire que nous sommes là eh bien, dans une contamination par les paysages du passé, par les situations du passé, eh bien, du roman arthurien. Le dernier indice qu'on peut observer à la fontaine de Barenton, et que Gilles Suzon a bien mis en évidence après avoir consulté des archéobotanistes, c'est que le texte divin décrit un sapin, un Abies pectinata, un sapin pectiné qui est au-dessus de la fontaine. On en trouve encore d'ailleurs d'une souche aujourd'hui quand on va sur place. Et lorsqu'il interroge les gens des eaux et forêts, qui conservent aussi la mémoire, bien entendu, de l'enracinement et de l'histoire botanique de nos forêts, eh bien, lui disent il est absolument évident que l'Abies pectinata, le sapin pectiné, ne peut être qu'à cet endroit ou en Basse-Normandie, puisqu'à l'époque, il n'existe pas dans la forêt de Paimpont qui la réclame par ailleurs. Bon vous, B-A-N, vous, Banoicum vicum. Lorsque René Bansard commence sa propre quête personnelle, il explore les Bansardières. Il découvre qu'elles sont toutes autour de l'ancien diocèse du Mans, le Panegus Cenomanensis des Gaulois Cénomans. Et notamment une attire son attention parce que cette Bansardière, dans certains, va même trouver de lointains cousins Bansards. Mais cette Bansardière est tout proche d'une localité, d'une paroisse qui s'appelle Banvou. Bansardière, Banvou, la même racine. Qu'est-ce que c'est qu'un ban? La désinence ban désigne eh bien, la marche. Lorsque le roi convoque le ban et l'arrière-ban de ses chevaleries, il fait appel aux gens des frontières. Et on a Banvou, Banoicum vicum, qui a été écrit parfois Banou, mais non, aujourd'hui c'est Banvou. Eh bien, on a un lieu qui se trouve exactement en frontière, puisque la paroisse de Banvou aujourd'hui est sise exactement en marche de Gaule et de Petite-Bretagne. C'est comme ça que commence le Lançon en prose. Et à la jonction de trois diocèses de la période pré-révolutionnaire, qui sont le diocèse de Dole, le diocèse de Sées et le diocèse de Bayeux. C'est-à-dire qu'on est entre Normandie, Bretagne et Maine, exactement à cet endroit-là. Elle fait un petit peu comme ça, c'est une espèce d'incursion à l'intérieur des diocèses. Et quand on est à la chapelle du Vieux Banvou, eh bien on constate d'une part une espèce de fortification qui est au milieu d'un marécage. On en a trouvé les traces d'ailleurs à cause de ce qui se trouve dans une douve qui n'a pas disparu et qui est fortifiée au fond, enfin, qui est pavée au fond. Et puis on raconte à cet endroit-là des choses extraordinaires. On raconte qu'au Moyen-Âge, mais également depuis, eh bien, les gens viennent en procession à la fontaine de Banvou pour réclamer l'eau les années de sécheresse. Moi, je l'ai encore vu dans les années 76, en 1976, la grande année de la sécheresse. On raconte aussi que Saint-Ternier, qu'on honore à cet endroit-là, eh bien, un jour qu'il se promène dans la campagne, rencontre deux garnements, c'est-à-dire un mythe du XVIe, comme Frimbault et les autres. Et puis, les enfants lui serrent vigoureusement la main, et comme ils sont un petit peu moqueurs vis-à-vis de lui, il leur abandonne tout benoîtement son bras entre les mains, et il continue son chemin. Les enfants sont embêtés, qu'est-ce que je vais faire de ce bras d'un saint personnage, ils ne vont pas le ramener à la maison, ils le jettent dans un buisson. Et depuis, le buisson a toujours fleuri par une aubépine en hiver. Ces deux légendes de l'aubépine qui fleurit en hiver et de la fontaine qui déclenche les orages, on les trouve également dans le roman arthurien, dans le roman divin, dans celui de Lançon, enfin dans nombre de situations arthuriennes. Qu'est-ce qu'on observe à cet endroit-là? Banoicum vicum, c'est le bourg de Ban. Ban, qu'est-ce que c'est dans la légende? C'est le bon roi Ban et le père de Lancelot du Lac. Et le bon roi Ban
il vit il a mis sa femme, la reine Hélène, aimée des bonnes gens, a mis au monde un enfant qu'on appelle Galade en nom de baptême et qu'on appellera toujours Lancelot. Et cet enfant, eh bien, ils vivent des jours heureux. Et puis Claudas de la Déserte les guette, parce que Claudas de la Déserte, il est dans un certain nombre de lieux qu'on appelle encore aujourd'hui les déserts, dans cette région, hein, et il voudrait bien s'emparer des terres de Bande Banoïque. Mais comment faire? Le château est un château ici au sein d'un marécage. Et pour y accéder, il faut avoir le secret de la chaussée qui serpente à travers le marécage. Et bien entendu, il y aura un traître qui livrera comment le secret de la chaussée. Claudas investit avec sa troupe Banoïcum Vicum, le bourg de Ban, le château de Ban. Ils mettent le feu partout. Et Ban de Banoïc, Hélène, portant le jeune Lancelot, n'ont qu'une issue, et bien s'enfuir. Et ils s'enfuient. Ils montent sur une montagne qui n'est pas très loin d'ici, à la Ferrière aux Étangs, le Mont Brûlé. Et du Mont Brûlé, eh bien, il va brûler leur château. Le roi Ban défaille de douleur. Il tombe de cheval. La reine Hélène ne sait que faire. Elle a son nourrisson, le bébé Lancelot, sur les bras. Elle le pose à côté du lac, juste au pied du Mont Brûlé. Et puis, elle va secourir son mari. Mais pendant que son mari rend les derniers soupirs entre ses bras, voilà qu'une fée surgit du lac, la fée Viviane. Elle prend le bébé, le cajole, lui chante d'une voix très douce, et quand Hélène revient, elle aperçoit cette fée qui s'occupe de son enfant. Elle veut le reprendre, mais Viviane saute au milieu du lac et elle va élever Lancelot dans un palais subaquatique, un palais merveilleux, où il vivra jusqu'à son adolescence. Hélène, la reine aux grandes douleurs, n'a qu'une ressource, c'est de se retirer dans l'abbaye blanche, l'abbaye où avec sa belle-sœur, la femme de Bohor de Gannes, qui vivaient juste à côté, eh bien, elles se répondront en dévotion et en douleur jusqu'à la fin de leur existence. Et cette abbaye, nous la connaissons bien, c'est l'abbaye Blanche de Mortain. L'abbaye qui était une abbaye de blanches nonnes. Saint-Orther. Saint-Orther est encore aujourd'hui célébré, honoré à Bagnols-de-l'Orne, à l'ermitage du Béziers. Et nombreux sont encore les gens qui fréquentent cette région, et notamment les curistes qui viennent à Bagnols-de-l'Orne, eh bien, qui viennent déposer des offrandes au pied de sa statue. Il y est honoré d'ailleurs à côté de Sainte Radegonde, la reine des Francs, mais qui est aussi la reine des moissons, le roi du bois et la reine des moissons. Nous avons ici un vieux couple celte, également utilisé par les Latins. Nous sommes au cœur de la forêt d'Andenne. Et qui est ce Saint-Orther? Eh bien, cet Orther est, comme Saint-Frimbault, Saint-Ternier et les autres, un ermite du VIe siècle. Il vit d'abord dans la région de Vire, dans un monastère qui s'appelle Landelle. Et dans ce monastère, eh bien, il se nourrit simplement de racines, nous dit la légende, hein, mais il acquiert vite une solide réputation de sainteté. Alors, voulant échapper à la dévotion des fidèles, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est l'ascèse, c'est le retour au désert, eh bien, il se réfugie en forêt d'Andenne et il arrive au Béziers, à tout près de Bagnols-de-l'Orne, entre Saint-Michel-des-Andennes et Bagnols-de-l'Orne. Et là, il développe aussi un petit ermitage, hein, où là encore, il va être honoré. Et puis, ce Saint-Orther, comme c'est un homme de piété, comme c'est un homme de sagesse aussi, et puis qu'on sent qu'il a aussi de grands pouvoirs thaumaturgiques, c'est-à-dire qu'il est capable de guérir des blessés, des aveugles, etc., eh bien, les gens viennent le voir. Et lui disent, les gens de la région de Bagnols-de-l'Orne, Bagnols-de-l'Orne, il y a un défilé rocheux, hein, et avec, encore aujourd'hui, on peut le voir, c'est l'endroit où se trouve l'établissement thermal. Et les gens lui disent, Saint-Orther, il faut que vous veniez à notre aide. Figurez-vous qu'il y a un dragon qui vit là quelque part, hein, dans la vallée de la Vée, et qui tous les jours, tous les ans, par don, eh bien, nous demande notre tribut d'animaux, de veaux, de vaches grasses, etc., des présents pour nous laisser en paix. Mais cette année, c'est la disette. Nous n'avons plus rien, c'est la famine. Nous ne pouvons même plus nourrir nos enfants.
Et savez-vous ce qu'il nous a demandé? Il nous demande de lui livrer nos 12 plus belles jeunes filles. Nous n'avons quand même pas livré nos jeunes filles. Pouvez-vous nous sortir de ce mauvais pas? Saint Ortère, n'écoutant que sa foi et son courage, s'arme de sa croix pastorale, s'arme du chapelet qu'il porte à la ceinture et s'avance dans le défilé de Navet à la rencontre du dragon. Et d'un seul signe de croix, il le pétrifie. On le voit encore d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le rocochien, Bagnole de l'Ordre. On voit cette tête monstrueuse là, qui est en train de regarder la vallée. Et il rentre dans son ermitage. Alors il y a des ressemblances très fortes entre Ortère et Arthur, d'abord par la racine, Erte, qui signifie le rite, donc qui renvoie au sacré, et puis par le fait aussi qu'on a exactement le même épisode dans la légende arthurienne, puisque Arthur va défaire un dragon à la bataille de Turn Unwilling, exactement dans les mêmes circonstances. Alors comment cet ermite du VIe siècle, comment a pu influer aussi sur la rédaction de certains récits arthuriens, c'est tout le mystère qui nous occupe. Alors Saint-Ternier, ermite du VIe siècle, vient s'établir à Banvou, vient s'établir aussi à COC, et on célèbre en son honneur chaque année, le jour le plus proche de la fête du 5, en général le 10 août, eh bien, des processions extraordinaires. À Banvou, on descend depuis le village actuel, qui est ici sur le carrefour de 4 voies romaines, jusqu'à la chapelle du Vieux Banvou. Et puis à COC, eh bien, on organisait des processions extraordinaires, puisque c'était à l'époque de Pentecôte. Le lundi de Pentecôte, la procession faisait 17 km et 42 km le mardi de Pentecôte. Et on cernait un mont qui s'appelle le mont Margantin, qui était réputé pour être maléfique, puisque c'était le mont où se réunissaient les sorciers du bocage. Donc Saint-Ternier est un moine du VIe siècle, comme Ortère, comme Frimbault, et puis il a des parallélismes très étonnants avec Léonce de Payerne. Léonce d'Epagus Cernéel, Léonce du pays d'Hernier, eh bien, il est aussi il est dans la légende de la table ronde, assigné au même endroit, puisqu'il se trouve à Banvou, à la cour de Ban-Banoïc, et les légendes des deux personnages, Saint-Ternier et Léonce de Payerne, eh bien, coïncident exactement dans leur relation au roi Ban-Banoïc, à l'endroit même, à tel point d'ailleurs que, en l'honneur de Saint-Ternier, mais peut-être aussi de ce chevalier Léonce de Payerne qui gouvernait les terres du roi Ban, eh bien, très vite, à partir du XIIIe siècle, eh bien, s'établit à Banvou même une confrérie d'archers qui existe encore aujourd'hui, qui tirait ses arcs du bois d'if que l'on peut trouver sur le terrain, tout près de la petite chapelle de Saint-Ternier, et qui va livrer un certain nombre de compétitions. Il y a donc là, entre l'héroïsme et la sainteté, encore une fois, une concomitance tout à fait étonnante. Lorsqu'on quitte le pays de Banvou, on passe par une éminence qui s'appelle les Roches du Châtelier, d'où le roi Ban-Banoïc gouvernait ses défilés. D'ailleurs, les deux positions, le château au milieu du marécage et puis le castel, le châtelier, sur l'éminence, eh bien, correspondent exactement à des descriptions qui en sont faites dans la légende arthurienne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en retournant vers le château de Domfront, on arrive au bourg de Saint-Beaumer. Saint-Beaumer dit les forges aujourd'hui. C'est un pays de forges d'ailleurs. Il y avait beaucoup de forges dans le bocage jusqu'au milieu du XIXe siècle. Peu importe. Nous arrivons à Saint-Beaumer. Et qu'est-ce qu'on trouve là? Un ermite qui s'appelle Beaumer. Beaumer ou Boamadus. Ça ressemble quand même beaucoup à Baudémagus, le roi de Gore. Et comme on a franchi la Varenne, on n'est plus dans le pays de Banoïc, mais on est dans le pays de Gore. Et il se trouve qu'un peu plus loin, nous avons un chef-lieu du département de la Mayenne, un chef-lieu de canton du département de la Mayenne, qui s'appelle Goron. Il est d'ailleurs désigné en toutes lettres dans le roman arthurien. Le pays de Gore avait pour capitale Goron, c'est écrit en toutes lettres.
Et le seigneur de Gorre était Baudémagu. Et Baudémagu, c'était un bon roi d'ailleurs, mais il avait un fils qui était quand même pas si bien que ça, puisque c'est Méléagant, le noir chevalier. Et que ce noir chevalier, eh bien, il se présente un jour à la cour du roi Arthur, il rentre à cheval autour de la table ronde, il attrape Guenièvre par les cheveux, il la met sur son cheval et fouette cocher, les voilà partis. C'est comme ça que commenceront d'ailleurs les aventures du chevalier à la charrette, de Lancelot du Lac et de Gauvin, et qu'ils passeront l'un le pont de l'Épée, l'autre le pont sous l'eau, qu'on trouve également dans les toponymes du bocage normand. René Bansard avait d'ailleurs établi pratiquement leur journée de cheval en les reportant sur des cartes. Donc on est là quelque part dans un inventaire à la Schliemann, celui qui a retrouvé la ville de Troyes. Mais toujours est-il que Baudémagu, Saint-Beaumaire, eh bien, est honoré dans un village qui est quelque part entre Lonlay-l'Abbaye et Saint-Beaumaire-les-Forges. Il y a un tombeau creusé dans le roc, qui est dit là-bas tombeau de chef, et dans lequel il aurait, d'après la légende du saint, été enfermé pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, on l'entendait encore crier. Il aurait été enfermé par 3 seigneurs du voisinage qui étaient jaloux, qui lui en voulaient, dont il avait dénoncé les perversités. Beaumaire était un très saint personnage, c'est lui qui avait détruit les idoles, qui avait voué aux gémonies, notamment les filles qui dansaient autour du château du diable à Saint-Beaumaire, enfin peu importe. Toujours est-il qu'il est enfermé là. Et on a exactement, et 3 jours, nous dit-on, après sa mort, on l'entendait encore gémir. Et on a exactement cet épisode dans la légende arthurienne, c'est à la fin du Lancelot en prose. Gauvin, qui est allé dans une abbaye au sein d'une forêt longue et lie, et nous avons l'abbaye de Lonlay l'abbaye, qui est tout près, revient vers la cour du roi Arthur, donc il est obligé de passer par une voie qui était autrefois une voie romaine, et il entend un seigneur qui a été là et qui pleure encore 3 jours après sa mort. C'est-à-dire qu'il y a encore une fois chevauchement de la géographie et de la légende arthurienne. Baudémagu et Beaumaire sont bien entendu les 2 mêmes personnages, l'un au VIe siècle et l'autre magnifié, transformé en chevalier au XIIe. Mais toute cette histoire est toujours la même. Il s'agit de prendre un ermite, et les ermites appartiennent au premier ordre de la féodalité. Ce sont les prêtres, les clercs, les brahmanes en Inde, qui, d'une certaine façon, vont se retrouver incorporés dans une figure héroïque qui est la figure des chevaliers. Il y a ainsi conjonction totale. C'est vrai pour Orther, c'est vrai pour Frimbault, c'est vrai pour Beaumaire, c'est vrai pour Hernier, c'est vrai pour Hernier-Longoparien. Il y a conjonction entre les 2 premières figures de toute société féodale, qui sont les clercs et les chevaliers, au détriment, bien entendu, de ceux qui grattent la glèbe profonde et qui n'avaient à l'époque pas d'autre option que d'obéir et que de se conformer aux ordres qui leur étaient donnés et de fournir les 2 grands ordres en nourriture et en plaisir de toutes sortes. Nous sommes ici à Saint-Frimbault de Lacé. Saint-Frimbault est un moine du VIe siècle qui vint évangéliser les solitudes boisées du passé à la demande de saint Innocent, évêque du Mans. Alors il y a toute une histoire sur Saint-Frimbault. C'est un moine qui vient des Marches d'Auvergne. Mais il était fils d'un patricien auvergnat et son père l'avait mis en pension, en éducation à la cour de Childebert, qui était à l'époque le roi des Francs. Et puis, comme il souhaitait se consacrer à la prière et à la méditation, il ne se plut pas du tout à la cour et il décida de s'en aller. Et il s'enfuit à travers la campagne. On lance des soudards à sa poursuite. Il leur échappe grâce à une citerne qui le dérobe à la vue de ses poursuivants. Il se cache dedans et il arrive ici à Saint-Frimbault. D'abord Saint-Frimbault de Prière, qui n'est pas très loin, et puis il va constituer sa première communauté de moines et son premier monastère ici à Saint-Frimbault.
Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que cette vie de Saint-Frimbault, elle est très proche de ce qu'on va trouver ensuite dans le Chevalier à la Charrette de Lancelot. D'abord, Saint-Frimbault est fils de patricien. Ensuite, il échappe à ses parents parce à la faveur d'une eau qui le ravit à ses parents. Il se passe la même chose avec Lancelot, qui échappe à ses parents quand la fée Viviane le plonge au fond du lac. Ensuite, Lancelot vint ici et il est, à la fin de sa vie, propriétaire du château de la Joyeuse Garde, qu'on peut assimiler au château de Lacey. Il y avait, avant le château du 15e actuel, un château du 12e siècle. Et puis surtout, il y a l'épisode de la charrette. Quand Saint-Frimbault construit son ermitage, Saint-Frimbault va réunir des pierres, va réunir des gens pour l'aider. Mais il manque de pierres, il manque de main-d'œuvre, il manque surtout de compagnons. Et passe un charretier avec des pierres un compagnon dans la charrette, et qui dort dans la charrette. Saint-Frimbault lui dit: peux-tu m'aider avec tes compagnons à construire mon ermitage? Et l'autre lui dit: c'est pas possible parce que le compagnon qui est là est mort. Ce qui était bien entendu un mensonge. Il continue son chemin et il se retourne et le compagnon est vraiment mort. Alors, il revient vers Saint-Frimbault et Saint-Frimbault ressuscite le compagnon et ils vont l'aider à construire son ermitage. Et on trouve comment cette idée d'une charrette d'infamie, d'une charrette qui consacre la mort sociale de Lancelot du Lac, dans le roman Le Chevalier de la Charrette. Charrette d'infamie religieuse, charrette d'infamie sociale, c'est toujours le même thème, qui renvoie d'ailleurs au thème de l'Ankou, la charrette de la mort, chez les Bretons. À la fin de sa vie, Saint-Frimbault s'en va dans un ermitage isolé, et au lieu dit la Bunache, près de COC, eh bien, il met le pied dans une rente, un genre de trace qui l'emmène vers l'église, et il entend la voix de sa mère qui l'appelle. Et Lancelot, de la même façon, entendra la voix de sa mère qui l'appelle. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les deux personnages, Frambaldus de Laqueios, qui signifie le lancier du lac, le porteur de lance du lac, et Lancelot du lac, ont des scénarios de vie, des scénarios absolument identiques. Et qu'on voit bien que l'un a servi à l'autre. Mais là n'est pas tout. Lorsque René Bansard arrive ici, eh bien, il découvre à l'église Saint-Frimbault de Lacey, et donc il a déjà été alerté par cette similitude entre les deux personnages, il découvre une église du XIIe siècle qui a été construite notamment en utilisant des pierres tombales. Il se renseigne, on lui dit qu'elles proviennent d'un cimetière de moines mérovingiens qui était là quelque part où se trouve la départementale. Il y en a 12 dans le mur de l'église. Il les inventorie, 11 portent la croix pâtée, celle qu'on trouvera sur les étendards de Jérusalem, des chevaliers du Temple. Il y en a une 12e, et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et cette 12e va lui le conforter dans cette hypothèse qu'il avait formulée, et que pour certains tenaient pour hasardeuse, de l'identification d'un héros du XIIe siècle à un ermite du VIe siècle. Et nous allons nous déplacer. Je vais vous la montrer. Elle existe encore aujourd'hui. C'est une preuve archéologique absolument indiscutable. La 12e pierre tombale de réemploi dans l'église de Saint-Frimbault de Lacey, autrement dit dans l'église de Saint-le-Porte-Lance de Lac, eh bien, elle porte deux signes, un calice et un trèfle. Nous savons tous que Lancelot du Lac est le valet de trèfle des jeux de cartes, et nous savons que les chevaliers de la table ronde, Lancelot bien sûr, mais il n'y ira pas jusqu'au bout, mais son fils Galahad, eh bien, se sont consacrés à la demande du roi Arthur, à la quête du Saint Graal. Donc nous avons ici dans l'église Saint-Frimbault de Lacey une dalle qui est attribuée à Saint-Frimbault, on dit que c'est la salle mortuaire de Saint-Frimbault, et qui reproduit les deux thèmes majeurs de toute notre investigation, de l'investigation commencée par René Bansard dans les années 60, à savoir d'une part le Graal et d'autre part Lancelot du Lac. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cet obscur du Bamène, ça aurait pu en rester là, bien entendu, mais va attirer très vite l'intérêt des dynasties régnantes. En 942, Adélaïde, la femme du Capet, fait venir à Senlis, première capitale des rois de France, les os de Saint-Frimbault conservés ici, et c'est devant le tombeau magnifique qui va être construit
sous la chapelle royale de Senlis, aujourd'hui temple de la musique. C'est devant ce tombeau que Hugues sera acclamé roi des Francs par ses pairs. C'est également là, en 1147, que Aliénor d'Aquitaine, encore reine de France, eh bien, va consacrer des fêtes extraordinaires à Senlis, à Saint-Frimbault. Continuité du fait aquitanique, on dit certains, notamment Réjeanne Molina, puisque Adélaïde, la femme du Capet, était princesse d'Aquitaine, Aliénor d'Aquitaine est également princesse d'Aquitaine, et Frimbault est un moine venu du pays d'Aquitaine. Et il semblerait que, grâce notamment à l'aide de Gerbert d'Aurillac, Sylvestre II, le premier pape de l'an 1000, eh bien, Adélaïde va entretenir et encourager le culte de Saint-Frimbault jusqu'à toutes les marches de l'Europe. Et les deux dynasties, la dynastie capétienne d'abord et la dynastie angevine ensuite, eh bien, vont célébrer également le culte de Saint-Frimbault en faisant en quelque sorte le meilleur chevalier du monde. Le Saint Graal, voilà l'objet de toutes nos attentions, l'objet de notre quête aussi, qui ne sera jamais achevée. Le Saint Graal est très présent dans notre problématique. Il est d'abord présent parce que, à Mortain, en la collégiale Saint-Évroult, eh bien, on montre un objet irlandais du 8e siècle, le chrismal, qui, compte tenu de la présence d'un poète arthurien, Béroul, à Mortain, mais du fait aussi que Robert de Mortain, le demi-frère du conquérant, était également comte de Mortain et qu'il y a forcément un lien entre les relations entre les Plantagenets et puis Mortain, montre que cet objet a pu influencer la rédaction des écrits du Graal. Et également très intéressant, le fait que si on part du sud du département de la Mayenne, de Sainte-Suzanne, et qu'on remonte vers Lacé, vers Saint-Frimbault, on voit à Saint-Frimbault d'ailleurs un Graal, eh bien, si on remonte, on trouve eh bien, une présence tout à fait extraordinaire de Joseph d'Arimathie, le premier détenteur du Graal. Alors, qui est Joseph d'Arimathie? Joseph d'Arimathie est le disciple du Christ qui a recueilli le sang du Christ sur la croix, dans un calice qu'on appelle le Graal, le Saint Graal, et il l'a recueilli d'ailleurs en pressant la plaie du côté. C'est décrit très précisément dans le roman de Robert de Boron ou dans les romans postérieurs à la quête du Graal de Chrétien. Chrétien n'en parle pas. Et puis ensuite, il va avoir, après bien des péripéties, il est mis en prison par les Juifs, il va être 42 ans en prison en se nourrissant uniquement du Graal parce que le Christ lui rend visite, et quand le Christ lui rend visite, il professe des paroles mystérieuses. Certains y voient l'origine de l'ésotérisme chrétien. Il y a des choses, des paroles mystérieuses, des paroles secrètes. C'est en toutes lettres dans le texte. Et puis ensuite, quand il sort de prison sur l'intervention de l'empereur Vespasien, parce que le fils de Vespasien avait été guéri par Véronique, celle du Saint-Suaire, il vient voir Pilate et puis il décide de libérer ce disciple du Christ qui est encore en prison. Je simplifie l'histoire, un peu plus compliqué que ça d'ailleurs. Et ensuite, eh bien, il va voyager, venir avec les saintes femmes jusqu'en Occident. Première étape, c'est les Saintes Maries de la Mer, vous connaissez bien. Il y a 3 saintes femmes avec lui. Il y a Marie de Salomé, Marie de Magdala et Marie l'Égyptienne. Toutes les 3 sont les porteuses du Graal avec lui. Et puis, dans certaines versions, Sainte Marie-Madeleine reste dans la Sainte-Baume avec le Graal. Dans d'autres versions, ils continuent leur chemin. Et ils arrivent, ils arrivent en suivant la route de l'Étain. On sait qu'ils passent par Le Mans parce qu'on a la trace absolument historique, archéologique, d'une catacombe égyptienne dans le Vieux Mans,
dans les sous-sols du Vieux-Mans. Et on sait donc que c'était une voie de passage. Et cette voie de passage, eh bien, elle s'en va depuis le Sénanicum, le pays des Gaulois sénomans, jusqu'à Fécamp au bord de la mer. Joseph d'Arimathie donc apporte le Graal avec les 3 saintes femmes, et on en retrouve des traces à Vège, où on voit sur une fresque médiévale le Christ dépendu de la croix par Joseph d'Arimathie. Il est d'ailleurs, comme le dit exactement le texte, tout blanc de douleur. Il défaille, il pâlit de douleur en voyant le Christ qu'il adore tant, dont il est un disciple, eh bien, avoir été malmené comme cela. Et puis ensuite, on s'arrête à Montsûrs, et à Montsûrs, eh bien, c'est un site gallo-romain, aujourd'hui surmonté d'une église, et dans cette église qui s'appelle la paroisse des Trois Maries, on ne peut pas l'inventer, eh bien, on trouve une représentation beaucoup plus récente, mais des Trois Maries avec la représentation du Graal. Et ensuite, eh bien, quand on suit le cheminement supposé du Saint Graal vers Glastonbury, vers l'Angleterre, eh bien, on passe aussi à Saint-Frambault-de-Lacey. On a une représentation du Graal à Saint-Frambault-de-Lacey, on le verra. Et puis, d'autre part, on arrive à Fécamp. Et à Fécamp, on a une abbatiale, l'abbatiale de la Sainte Trinité, et encore aujourd'hui, on montre une ampoule qui conserve le sang du Christ. Ensuite, ils prennent la mer, sur la nef de Salomon, et ils abordent en Angleterre, et ensuite, le Saint Graal va être amené par Joseph d'Arimathie. Dans certaines versions, c'est par Joséphée, son successeur, eh bien, jusqu'à l'île d'Avalon, haut lieu celtique où il serait déjà venu avec le Christ avant, pour recueillir l'enseignement secret des druides. Est-ce que c'est ça, les paroles secrètes que Jésus, dans sa prison, va dire à Joseph d'Arimathie? Tout cela est bien entendu très mêlé. On voit très bien les influences celtiques qui s'exercent encore à cet endroit-là, bien que ce soit un récit cistercien dans la légende arthurienne. Toujours est-il que le Graal résiderait en l'île d'Avalon, à Glastonbury même, dans le puits du Calice. Et encore aujourd'hui, eh bien, on peut se pencher sur le puits du Calice, et ceux qui ont la chance d'apercevoir le Graal dans le puits du Calice, eh bien, voient aussi leur avenir. Alors, notre association, le Sénat, regroupe les activités savantes de la recherche arthurienne. Nous sommes une association loi 1901. Nous sommes ouverts à toute personne qui veut bien nous rejoindre, moyennant une cotisation tout à fait modique. Dans cette association, nous avons plusieurs activités. Une activité savante qui consiste en l'organisation annuelle de colloques. Ces colloques ont choisi un thème arthurien, et autour de ce thème arthurien, nous invitons un certain nombre de personnes. Alors, des universitaires qui viennent un petit peu partout, non seulement de France, mais aussi parfois de l'étranger. Et nous avons aussi des intervenants qui sont internes à l'association. Ces journées s'organisent à la Cé-les-Châteaux ou à Angers depuis quelque temps. Et nous traitons dans cette journée, à travers de 5 ou 6 conférences, un sujet arthurien. D'autre part, nous avons aussi organisé, et nous organisons encore, à qui le demande, des circuits touristiques, entre guillemets. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit, grâce à un moyen de déplacement, un bus ou des voitures particulières, eh bien, de découvrir dans notre région des sites arthuriens. Alors, en général, dans une journée, nous avons le temps de parcourir une dizaine de sites, des sites que Georges a cités tout à l'heure, comme la fontaine de Saint-Ternier, le tombeau de Godémaillu, le Béziers avec Saint-Ortère, et ainsi, dans un parcours qui se veut pédagogique, eh bien, on découvre petit à petit la légende arthurienne au travers d'une dizaine de sites, comme je le disais. Bon, tout d'abord, je suis ravi de vous accueillir ici dans l'ancienne chapelle
du château de Lassay. Donc c'est un honneur d'accueillir le Sénat sur les terres de Lassay-les-Châteaux. Donc, un honneur parce que d'une part les représentations de l'association Sénat sont des gens remarquables par leur gentillesse, leur connaissance aussi, et leur volonté de partager le savoir sur leurs compétences. Et le savoir sur le territoire de Lassay et la compétence en ce qui concerne la légende arthurienne, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. En dehors des sites que le Sénat et l'ensemble des travaux ont pu mettre en évidence, ça permet une commune comme Lassay-les-Châteaux, une commune dans un milieu rural, un peu éloigné de tout et à la fois proche de tout, d'avoir un sujet très porteur qu'est cette légende arthurienne, parce que l'on soit petit, jeune, moins jeune, on est toujours intéressé par cette légende, par ce que représentait la chevalerie. Donc on intéresse toutes les populations. Et effectivement, donc pour une commune comme Lassay-les-Châteaux, de 2500 habitants, avec un noyau aussi très jeune, puisqu'on a des écoles, on a un collège, voilà, c'est un sujet que l'on peut porter, que l'on peut mener. Et je remercie vraiment sincèrement l'équipe du Sénat pour les travaux effectués ici à Lassay et la mise en avant de notre commune qui en émerge. Voilà. Le chemin du Graal passe dans le Maine, il passe en Normandie. Le chemin du Graal, c'est le chemin que nous empruntons depuis plus de 50 ans maintenant, à la suite de René Bansat et de Jean-Charles Payen, pour essayer de mettre en relation des situations géographiques locales, du folklore locaux, des paysages, des monuments, des sculptures, de l'archéologie aussi, avec les romans arthuriens tels qu'ils se sont été rédigés au XIIe et XIIIe siècle. Il y a bien entendu un grand écart entre la réalité vécue au VIe siècle par les ermites du Bas-Maine et ceux qui, comme le roi Arthur, vivent à leur époque, et puis la façon dont ils sont magnifiés, amplifiés dans les romans arthuriens au XIIe, XIIIe siècle. Nous sommes ici dans la composition de récits légendaires et de récits romanesques. De la même façon que le grand Maulne d'Aldin Fournier emprunte beaucoup de choses à la réalité des paysages qu'il a connus, eh bien, les romanciers arthuriens ont utilisé la matière qu'ils trouvaient sur place. Ce que nous avons montré, eh bien, c'est que les Plantagenets y ont exercé un très grand rôle, que l'Église catholique, l'Église romaine, avec les cisterciens, y a également joué un grand rôle, et que, au-delà de leur rôle, eh bien, des éléments celtiques, mais aussi des éléments romains, mais aussi des éléments islamiques, byzantins, des éléments nordiques, des éléments germaniques, eh bien, tout cela converge dans cette mystérieuse et exaltante cuisine qui se forme pour composer les romans du Saint Graal, les romans des chevaliers de la Table Ronde. Nous ne prétendons pas, bien entendu, qu'il s'agit de vérité historique, car nous sommes ici dans le mythique, nous sommes ici dans le légendaire, nous sommes ici dans la composition de romans. Mais cette composition de romans, nous sommes au moins sûrs d'une chose, eh bien, c'est que ce terroir autour de Lassay-les-Châteaux, ce terroir du passé, ce terroir des marches de Bretagne, eh bien, y a joué un rôle considérable.